Bonjour, mon nom est Dimitri Girier, conseiller principal équité, diversité en inclusion. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être accueilli pour parler du sujet des biais inconscients et de l'impact qu'ils peuvent avoir dans notre prise de décision. Je suis super content de parler des biais inconscients. C'est un sujet que j'affectionne particulièrement. En fait, c'est un sujet que j'ai découvert il y a quelques années maintenant, lorsque je travaillais à la Banque nationale. Puis au fil des années, j'ai approfondi le sujet, j'ai lu beaucoup. Et à chaque fois que je lis quelque chose sur les biais inconscients, que ce soit un article, que je regarde une vidéo, je finis toujours par découvrir quelque chose de différent. Et je trouve ça intéressant d'avoir une discussion, à vrai dire, avec des gens autour des biais inconscients parce que ça amène souvent une perspective différente sur comment on perçoit les choses qui sont autour de nous, comment on perçoit les gens qui sont autour de nous. La façon dont je vais articuler un peu l'activité aujourd'hui, petite introduction pour vous présenter un petit peu, faire une mise en garde, ça va être quoi les objectifs aussi qu'on va viser à travers un atelier comme celui-ci. J'ai plus tendance à utiliser le terme atelier que formation. Ce que j'aime pas avec le terme formation, c'est que souvent ça fait un peu cours magistral, je vais parler pendant 1 heure, etc. Je trouve ça extrêmement épuisant. Ça fait que j'ai tendance à utiliser généralement les gens dans la salle pour créer un échange, puis être capable d'avoir un peu votre perspective, puis être capable d'avoir une discussion pour faire en sorte de voir un peu c'est quoi aussi où vous vous situez. Puis à partir de là, on va être capable de cheminer ensemble à travers ce fil conducteur-là qui est les biais inconscients et s'assurer qu'on trouve ensemble des solutions à travers ça. Donc, une première partie qui est une introduction. Ensuite, une deuxième partie qui va être un petit peu plus longue, qui va être un peu c'est quoi les biais inconscients? Comment ils se forment? Où on va les retrouver? À quel moment ils ont le plus d'impact? Quels sont les différents biais qu'on va répertorier et sur lesquels on va s'attarder un petit peu ce matin? Ensuite, c'est là où vous allez le plus travailler, à vrai dire, où là, moi, je vais commencer à me reposer. C'est comment, ensemble, on va être capable d'avoir une discussion et être capable de se dire quels sont les biais qui ont le plus d'impact dans nos institutions, puis comment ils se forment, sous quelle forme ils apparaissent dans nos institutions respectives et aussi qu'est-ce que nous pourrions mettre en place pour faire en sorte d'en minimiser l'impact dans la façon dont on prend des décisions dans ce que je vais appeler le cycle de gestion du talent et puis de la diversité. Donc, là, ça nous permet d'être beaucoup plus pratico-pratique, puis ensemble, d'être en mesure de trouver des solutions, puis faire du partage de bonnes pratiques par rapport à ça, parce que je suis convaincu que chacune d'entre vous, dans vos institutions universitaires, vous avez déjà mis en place un certain nombre d'actions. Parfois, on n'est pas conscient des actions qu'on met en place, mais on est capable de mettre en place des actions qui nous permettent de minimiser l'impact des préjugés. Puis dans le plan d'action, l'objectif, c'est quand même de se mettre en action parce que la prise de conscience est importante, mais c'est dans l'action qu'on arrive à concrétiser tout ça puis à créer du changement. Donc, l'objectif de l'atelier, c'est premièrement, comprendre l'impact que les biais inconscients peuvent avoir au quotidien, dans l'ensemble des décisions que l'on prend. Et en ce sens-là, c'est intéressant de se dire, c'est une prise de conscience et c'est ensuite la deuxième étape où on va commencer à se mettre en action. Puis, qui dit biais inconscient dit aussi comment je fais de l'introspection et je suis capable d'essayer de me regarder le plus possible pour s'assurer de voir quel est mon système de valeurs, quelles sont mes croyances, parce que notre système de valeurs et les croyances que l'on a, l'environnement dans lequel on évolue, fait en sorte d'influencer c'est quoi notre schème de référence à travers lequel on va passer pour faire en sorte de prendre des décisions. Notre schème de référence, notre schème culturel, que ce soit l'Amérique du Nord, le Canada, le Québec, Montréal, l'université dans laquelle on travaille, l'unité dans laquelle on travaille, il y a des us et coutumes qui sont construits au fil des années, au fil des décennies, qui constituent aujourd'hui des fois des règles qui sont tacites, qui ne sont pas écrites et qui font en sorte, qui orientent la façon dont on doit se comporter et quelles sont les attentes qu'on a vis-à-vis des personnes avec lesquelles on travaille, mais aussi les personnes qui font partie de notre équipe. Et c'est ça qui va influencer grandement, je vous dirais, les décisions qu'on va prendre et qui construisent aussi tout ce qui est préconçu au niveau de tout ce qui devient inconscient, à vrai dire. Puis l'objectif, bien évidemment, c'est de se mettre en action, puis d'identifier des actions, pas une liste d'épicerie où on va dire on va faire 10 choses au cours de la prochaine année. Généralement, ça ne fonctionne pas, mais s'assurer concrètement comment, en mettant en place 1, 2,
3 actions précises, ça va nous permettre de créer énormément de changements à très court terme. Donc, c'est un peu l'objectif que l'on va viser aujourd'hui. Un atelier comme celui-ci, c'est comme un éveil. On va essayer de rendre conscient ce qui est inconscient. On ne deviendra pas des spécialistes des biens inconscients après avoir eu une discussion pendant les 2 prochaines heures et demie. Donc, c'est important de garder ça en tête en disant, si je sors de la rencontre en n'étant pas capable forcément d'en parler le plus aisément possible à d'autres personnes, ce n'est pas ça l'objectif d'un atelier comme celui-ci. Donc, on enlève cette pression-là qu'on peut avoir sur les épaules. Avoir des biens inconscients, c'est tout à fait normal. On en a tous. S'il y a quelqu'un qui pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de biens inconscients, je suis bourré de biens inconscients. Bon, j'essaie de rendre ça conscient le plus possible, puis de faire en sorte que c'est le moins d'impact possible dans la façon dont je prends des décisions et j'interagis avec les gens. Mais malgré tout, je suis bourré de biens inconscients tout le temps. Donc, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. En fait, j'espère que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes non plus d'avoir des biens inconscients. Le fait d'en prendre conscience nous aide à nous mettre en action. On va avoir une portion, on va avoir des discussions. Donc, sentez-vous super à l'aise de partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez parfois subi. Je pense que c'est dans l'échange d'expériences qu'on est capable d'apprendre et surtout de trouver des actions qui vont nous permettre de nous mettre en mouvement et de commencer à changer les choses. Et souvent, on a tendance à croire qu'il faut absolument faire un Big Bang pour changer les choses. Et j'aurais plus tendance à utiliser, moi, la théorie de l'effet papillon. Poser un petit geste à un moment donné peut avoir un impact relativement grand à très court terme. Donc, commencer par les petites choses, puis ça a tendance à créer du changement, puis juste amorcer une discussion avec d'autres personnes, nommer un certain nombre d'éléments que vous voyez, des actions, des mots qui sont utilisés, fait en sorte de commencer à créer de la sensibilisation et du changement dans l'esprit des gens. Donc, commencer par les petites actions, puis ça commence à faire une extrême différence. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est de Harry David Thoreau, qui dit « Il est aussi difficile de se voir soi-même que de regarder en arrière sans se retourner. » Parler des biens inconscients, c'est ça. C'est comment on est capable, en se regardant, en faisant un effet miroir, essayer de se dire comment je peux un peu sortir de mon corps, puis me regarder penser, me regarder agir et me regarder utiliser le vocabulaire que j'utilise au quotidien pour nommer des choses. Et une chose que j'aimerais qu'on retienne un peu aujourd'hui, en fait, s'il y avait une chose que vous devrez retenir, qui n'est pas le mot bien inconscient, mais les mots sont porteurs de sens. Ça paraît une évidence quand on le dit, mais à chaque fois que vous utilisez un mot pour décrire une personne, une situation, c'est empreint de vos propres croyances et votre propre système de valeurs, et c'est souvent empreint des biais inconscients que vous avez. Faites attention. J'ai fait l'exercice avec certaines personnes, puis notamment avec des personnes, des gestionnaires, des cadres qui animaient des rencontres d'équipe, et je leur demandais des fois de dire « Prenez quelques minutes de recul, ne parlez plus, regardez la dynamique des gens dans votre équipe, regardez qui parle le plus, qui coupe la parole, quels sont les mots qui sont utilisés, et vous allez en apprendre beaucoup sur les préjugés ou les croyances des gens dans leur comportement. » Donc, j'essaye toujours de faire attention au vocabulaire que j'utilise et je vous encourage fortement à faire la même chose, à faire attention aux mots que vous utilisez pour décrire les qualités d'une personne. Le vocabulaire qu'on utilise, les qualificatifs qu'on utilise pour décrire une personne sont souvent extrêmement stéréotypés. Et c'est là où ça finit par confirmer, généralement, les croyances qu'on a vis-à-vis de groupes de personnes. Soyez conscients de ça et des fois, juste écoutez les mots qui sont utilisés. Ça a généralement beaucoup d'importance et vous allez voir un peu quelles sont les croyances qui se cachent derrière ce que les gens disent en utilisant les mots qu'ils utilisent au quotidien. Souvent, on a tendance à penser 2 choses par rapport au biais. Tout d'abord, qu'un biais, c'est forcément négatif. Absolument pas. On a parfois des biais positifs sur un groupe, sur des personnes, parce qu'il y a des croyances populaires qui existent et qui font en sorte que tel groupe a des caractéristiques particulières. On a juste à penser, on sait bien que les personnes noires sont
meilleurs au basketball, sont meilleurs en athlétisme. On sait bien que les personnes asiatiques, généralement, sont meilleures en informatique, en mathématiques, etc. Que les latino-américains, ils ont tous la danse dans le sang. C'est tous des stéréotypes qui sont reliés à probablement un fait qui se vérifie pour un groupe, pour une partie de ce groupe-là, mais qui, on l'a généralisé à l'ensemble de ce groupe-là. Et ce qu'on fait spontanément, et c'est pour ça que les biais deviennent problématiques, c'est que ça part généralement d'un fait qui est vérifiable pour une minorité de personnes et on a tendance à l'extrapoler pour l'ensemble du groupe parce que c'est plus facile pour nous de se dire on va mettre tel groupe de personnes dans une boîte. Fait que notre cerveau, il a tellement d'informations à ingérer, à traiter pour être capable de prendre des décisions qu'il a besoin de prendre des raccourcis et de mettre des choses dans les boîtes pour faire en sorte que, comme dans un Tetris, on est capable d'associer les choses le plus facile puis nous aider à prendre des décisions. Et c'est à travers ces raccourcis-là qu'on voit que, effectivement, les biais inconscients sont là. Ils nous amènent dans des chemins où on ne devrait pas aller parce qu'on fait juste perpétrer des stéréotypes ou des idées reçues que l'on a vis-à-vis d'un groupe en particulier. Ça, c'est la première chose à se souvenir. Effectivement, un biais inconscient n'est pas toujours négatif, mais il peut aussi être positif. Deuxième chose à se souvenir par rapport aux biais inconscients, c'est qu'on a souvent tendance à croire aussi que les biais, c'est envers une autre personne ou un autre groupe. Mais on a aussi beaucoup de biais par rapport à nous-mêmes, par rapport au groupe auquel on appartient. Et ça nous empêche aussi parfois de prendre des décisions, de prendre des risques parce qu'on a intériorisé les préjugés ou les biais que les gens ont sur le groupe auquel on appartient. Si je suis une femme puis j'ai le goût d'aller en sciences, je vais me poser la question à deux fois en me disant « Pourquoi irais-je en sciences? Ce n'est pas un métier qui est pour les femmes, c'est plus difficile, etc. etc. » Et c'est vraiment intéressant parce qu'il suffit de regarder les taux de réussite des jeunes filles au secondaire, au niveau des sciences, des mathématiques, la physique et la chimie. Elles ont généralement des bien meilleures notes que les hommes. Quand elles arrivent au cégep, elles ne poursuivent pas généralement en sciences parce qu'elles ont intériorisé le fait que les femmes ne sont pas bonnes là-dedans. Et quand bien même les jeunes garçons qui sont au secondaire ont des moins bonnes notes en sciences, ils finissent par intégrer eux-mêmes que le fait que les sciences, les hommes sont plus forts, etc. Et ils vont poursuivre dans le milieu des sciences, alors même que les femmes réussissent mieux. Donc, ce n'est pas une question de notes puis d'habileté, ni intellectuelle, ni par intérêt, mais on finit par intérioriser, nous aussi, les croyances qui sont communément admises, qui sont prises un peu pour du cash, qui font en sorte que ça influence aussi les décisions qu'on pourrait prendre au quotidien. Donc, on intériorise aussi les préjugés que les gens ont envers nous. Comme je disais un petit peu avant, c'est dans la nature humaine d'avoir des biais inconscients. On a tous des biais inconscients, puis comme je vous disais, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. C'est juste qu'on finit par être le produit de notre environnement, puis on intègre ce que notre environnement finit par nous envoyer comme message. Puis c'est extrêmement subtil. Depuis qu'on est tout petit, on finit par intégrer ce qui nous entoure et les messages qui nous sont véhiculés. Il y a plein de vidéos sur Internet que vous pourriez retrouver qui finissent par expliquer comment, surtout à l'adolescence, il y a un grand shift qui se fait, notamment au niveau des jeunes filles, sur comment elles ont une capacité relativement grande à intégrer tous les préjugés et tous les stéréotypes qui sont reliés aux femmes notamment. De façon générale, les préjugés ou les biais inconscients qu'on peut avoir, on a tendance spontanément à privilégier notre groupe d'appartenance. Dans une organisation, dans une société, tous les cours qu'on peut suivre en sociologie des organisations, les groupes, on cherche tous à avoir un peu plus de pouvoir. Sans du pouvoir, on peut prendre plus de décisions. Donc, c'est toujours un combat entre groupe majoritaire, groupe minoritaire. On ne veut pas non plus faire en sorte si j'ai des privilèges qui sont acquis depuis de très nombreuses années, on ne veut pas perdre nos privilèges. Fait qu'on se bat toujours en disant, bien, s'il y a d'autres personnes qui acquièrent de nouveaux droits, on prend toujours pour principe que s'il y en a d'autres qui les acquièrent, c'est comme un jeu à somme nulle. On va perdre des privilèges, on va perdre des droits, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a toujours des guerres de pouvoir qui se font de cette façon-là. Et aussi, on a toujours tendance à s'associer au groupe qu'on pense qui est le plus puissant, qui est le plus fort, qui a le plus de pouvoir dans une organisation. Puis, il suffit de regarder les personnes qui sont en haut dans nos institutions et dans nos organisations, puis on se dit, voilà quel est le profil de ces gens-là, puis on se dit, voilà le chemin par lequel il est passé. Si je veux avoir du succès ou le même succès que ces personnes-là, donc, il faut que je suive le même chemin.
Donc, il y a comme quelque chose de très homogène, une sorte de prototype, une seule voie possible pour pouvoir accéder à des postes à responsabilité dans les institutions. Et on va essayer de coller à ce modèle-là pour pouvoir, en se disant, si je colle à ce modèle-là, il y a de grandes chances que je puisse avoir moi aussi du succès. Alors, ça emmène, plus c'est homogène à ce niveau-là, moins on a tendance à être soi-même au quotidien parce qu'on se dit, mon style de leadership pourrait être différent. La façon dont je me comporte doit être adaptée pour faire en sorte de fitter dans ce qui est recommandé, ce qui est demandé dans les organisations, dans les institutions, pour faire en sorte d'avoir du succès. Donc, inconsciemment, c'est des choses que l'on va faire. Quand on parle de biais, il y a des choses qu'on voit qui sont plus visibles. Donc, à travers quel prisme on va regarder les relations qu'on va bâtir avec les gens, à travers quelle identité on a va résonner le plus avec les personnes qui sont ensemble et à travers lesquelles on pourrait avoir éventuellement des stéréotypes et des préjugés. Il y a des choses qui sont extrêmement visibles. Le genre, le fait d'être un homme ou une femme. L'âge, il y a quand même beaucoup de stéréotypes aussi reliés à l'âge. Je pourrais probablement vous demander de me dire un exemple, quel stéréotype on a sur les personnes qui sont les plus âgées, sur les baby-boomers. C'est des enfants gâtés. Ils ont le droit à tout. En plus, ils partent à la retraite avec des gros fonds de pension, puis nous, on finit par payer plus pour eux. Donc, gâtés, ils travaillent beaucoup, ils sont nuls en technologie. Hein? C'est sûr, on ne leur demandera pas d'adapter de la nouvelle technologie. De toute façon, dans 2-3 ans, ils vont partir à la retraite. On va les tabletter. C'est ça qu'on pense, c'est ça qu'on entend. Parlons des stéréotypes reliés aux jeunes. Ils ne sont pas engagés, ils veulent être dirigeants, ils veulent être présidents tout de suite. C'est tout de suite, pas de patience, ils sont toujours à remettre en question les affaires. Toutes des choses qu'on entend, des stéréotypes qui sont reliés à ce qu'on entend dans les jeunes. Si ce n'est pas vrai et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de me le dire. Hein? C'est des choses que parfois on entend. Fait que vous avez le droit de dire « Ah, c'est pas ça que j'entends » ou « C'est pas ce que je pense exactement ». Mais c'est souvent ce qu'on va attendre. Relier tout ce qui est à la culture, l'ethnicité, l'origine ethnique, etc., c'est des choses qu'on va retrouver aussi. Je vous en ai cité quelques-uns par rapport à des préjugés qu'on peut avoir de façon positive sur les communautés asiatiques, les communautés noires, latino-américaines, etc. Beaucoup de croyances reliées à ça. Il y a des choses qui sont un petit peu moins visibles, les signes ostentatoires, etc. Des fois, c'est plus visible que d'autres, etc. Mais comment on a intériorisé des préjugés qu'on a vis-à-vis d'une religion. Donc, on associe une religion avec des caractéristiques particulières. Puis ça vient heurter notre système de valeurs puis les croyances qu'on a. Alors, quand on a des personnes qui pratiquent une religion et qui n'ont pas les comportements ou l'attitude ou le vocabulaire ou le langage qui concordent avec l'image qu'on s'est fait, on est parfois très surpris de la réaction qu'on peut avoir par rapport à ça. Ça fait que ça fit comme pas entre ce que l'on croit et ce que l'on nous véhicule versus ce qu'est la personne réellement. Donc, il y a des fois une dissonance entre ce que l'on croyait versus ce que l'on va avoir. L'orientation sexuelle aussi, plein de stéréotypes que l'on peut retrouver. Des fois que je parle avec des collègues ou avec des gens que je rencontre pour la première fois, puis je leur dis « raconte ton week-end, etc. » Je dis « j'étais avec mon conjoint, on a fait telle chose et telle chose. »« Ah, t'es gay? » On dirait vraiment pas, hein? Puis c'est censé être un compliment. Tu sais, t'as pas l'air ou t'as pas l'air. Fait que d'abord, ça a l'air quoi d'être gay? Fait que c'est comme si les gens avaient intériorisé qu'un homme gay était forcément un peu plus efféminé ou comme une femme lesbienne était forcément un peu plus masculine que féminine. Fait qu'il y a un stéréotype qui est intégré qui fait en sorte que les gens sont surpris de voir la différence entre qui l'on est versus ce que l'on pense que les gens devraient être et à quelle image ils doivent se représenter. La situation socio-économique. Dans le test de Harvard, ce qui était intéressant de montrer, c'est que souvent on a un préjugé par rapport aux riches, un préjugé positif vis-à-vis des riches et par le fait même aux personnes pauvres. On sait bien, si on est pauvre, c'est de leur faute, ils n'ont qu'à travailler. Hein. Pourquoi ils n'ont pas été aux études? Puis c'est si facile, les études encore plus au Québec, c'est gratuit. Donc pourquoi ils n'ont pas été au cégep puis à l'université? C'est facile de même, c'est accessible à tout le monde. Donc c'est de leur faute s'ils sont pauvres. C'est des choses qu'on finit par intérioriser, qui font en sorte qu'on peut porter un jugement extrêmement sévère sur certaines catégories de personnes. Et inversement, les riches, bien, ils sont riches parce qu'ils ont travaillé fort pour ça, ils ont fait des études, ils ont un bon métier, etc. C'est comme l'American Dream. Tu récoltes ce que tu as semé, sauf que des fois, papa et maman sont nés avant. Ça aide un petit peu aussi dans ça. Puis dans les universités,
le déterminant socio-économique a énormément de conséquences sur la propension à pouvoir poursuivre des études universitaires. Si vos parents ont suivi des études universitaires et ont des situations qui sont relativement bonnes, vous avez plus de chances d'aller à l'université que si vos parents ont fait des études secondaires ou collégiales et qui sont plus dans les catégories socio-professionnelles, la classe moyenne ou inférieure. Donc, et ce n'est pas parce que vous avez des capacités intellectuelles qui sont différentes. Le statut familial, bien évidemment, le fait d'être célibataire, marié, avoir des enfants ou pas, c'est sûr que ça a de l'impact aussi et ça peut amener aussi beaucoup de croyances et de préjugés. Le fait d'avoir des enfants, on accorde beaucoup, on a un a priori positif vis-à-vis des parents avec les enfants. Fait que si vous êtes dans une institution puis que vous êtes parent de jeunes enfants, on est généralement plus conciliant avec les demandes que vous voulez faire. Avoir des enfants, c'est sûr que c'est exigeant, c'est normal que tu sois moins performant au travail, c'est à cause des enfants. Par contre, si vous êtes célibataire, c'est normal que vous n'ayez pas de vie. Vous êtes disponible, s'il y a des heures supplémentaires à faire, bien, tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant. Tu peux le faire, tu es disponible. Fait que quand on est célibataire ou qu'on est un couple sans enfant, bien, en fait, on n'a pas le droit d'avoir de loisirs, on n'a pas le droit d'avoir d'amis. C'est communément accepté parce qu'on est censé être plus libre, on a moins de contraintes. C'est toutes des choses qu'on entend, c'est toutes des choses qu'on finit par intégrer et qui parfois peuvent avoir un impact sur la façon à qui on va donner une promotion. Hey, c'est un poste qui est super exigeant. Il y a une chaire de recherche qui est là, mais ça va être super exigeant. Je pense que je vais le donner à un gars parce qu'elle vient juste d'avoir un enfant, puis je pense qu'elle ne va pas avoir le temps pour pouvoir s'en occuper. Ces croyances-là, puis ces éléments-là qui sont intégrés, ces biais inconscients qui sont intégrés, nous amènent à écarter des candidats parfois qui ne fitent pas avec l'image qu'on se fait de ce que l'on a besoin comme personne pour pouvoir combler ces postes-là ou pour pouvoir occuper ces chaires de recherche-là. Vous pouvez lire plein d'études, vous allez lire plein d'articles, il y a plein de biais, plein de préjugés que l'on a. Plus de 150 ont été répertoriés. Des fois, les noms ne sont pas tout à fait les mêmes, mais généralement, on va les retrouver dans 5 grandes catégories. La première catégorie qu'on va retrouver, c'est la similarité. Donc, tous les biais qui se retrouvent là-dedans, c'est tout ce qui me ressemble, tout ce qui est le plus proche de moi, tout ce qui me ressemble, c'est forcément mieux que ce qui est différent de moi. Spontanément, c'est ce que l'on va penser, c'est ce que l'on va croire. L'intuition, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On se trompe rarement, c'est évident. Donc, notre intuition est toujours la bonne. Fait que si mon intuition me dit que c'est bon ou c'est moins bon, c'est que c'est forcément vrai. Puis moi, j'ai toujours tendance à dire que la conviction n'est pas un critère de vérité. C'est pas parce que vous êtes convaincu de quelque chose que c'est forcément vrai. Donc, ça vaut la peine de se questionner et de voir qu'est-ce qui nous amène à croire telle chose, puis comment on prend ces décisions-là. L'expérience, nos perceptions de la réalité. Donc, un événement peut être perçu de façon différente en fonction qu'on est un acteur de l'événement qui vient de se passer ou au contraire, qu'on est plus spectateur. Fait qu'on n'est pas touché de la même manière. Fait que plus on se sent touché par ce qu'on est en train de vivre, plus ça a de l'importance pour nous et plus notre perception de l'événement pourrait être empreinte de toutes les croyances que l'on a. Ça peut changer véritablement comment on va percevoir un événement, alors que d'autres personnes qui auront vécu exactement la même chose, de leur perspective, va être perçue extrêmement différemment. La distance, autant dans le temps, dans l'espace, que aussi dans les lieux. Plus les personnes ou les choses sont loin de vous en termes de physique, on a tendance à moins s'en souvenir. Et pareil dans le temps. C'est facile aussi de se dire, dans le temps, des choses qui sont passées il y a très longtemps, c'est difficile qu'on s'en souvienne, sauf si c'est des choses négatives. Ça, on s'en souvient longtemps. Par contre, les choses positives, si nous est arrivé des choses positives au cours des dernières semaines ou même hier, on a tendance à l'oublier. C'est pas important. On le vit là, actuellement, c'est positif, mais on a tendance à l'oublier. Par contre, je ne sais pas, l'accident de voiture que vous avez eu il y a 3 ans, vous allez vous en souvenir assez longtemps, merci. Dans l'une des vidéos qui était présentée, un Français qui posait la question sur les perceptions qu'on a, il demandait aux gens est-ce que vous êtes un bon conducteur? Puis 90 % des gens vont vous dire oui, moi je suis un bon conducteur. Vous demandez aux gens qui ont un accident de voiture est-ce que vous êtes meilleur conducteur que les autres? Il y a encore 90 % du monde qui va vous dire qu'ils sont des bons conducteurs. Notre perception, malgré le fait qu'il nous arrive des choses qui pourraient prouver le contraire, ça prend beaucoup plus de temps à changer les perceptions qu'on a aussi de nous-mêmes. Super intéressant comme élément. Puis en lien avec la sécurité, ce qui est mauvais est plus fort que ce qui est bon. On se souvient plus facilement de ce qui est négatif versus ce qui est positif. Donc, et ça,
communément, vous regardez les nouvelles, une nouvelle positive, une découverte, une recherche sur un vaccin, etc., on va en parler 2 minutes et quart, c'est quasiment dans les faits divers. Par contre, un accident de voiture ou un meurtre qui est arrivé, on va vous faire un reportage au complet sur le pourquoi, du comment c'est arrivé, etc., etc. Donc, on est plus attiré vers le négatif que vers le positif. Moi, j'ai décidé de garder à peu près juste une vingtaine de biens inconscients. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile en disant, bien, quels sont ceux qu'on va regarder sur lesquels on va vouloir travailler. Dans le cycle de gestion du talent et de la diversité, la première étape, c'est attirer. Puis il y a certains biais qu'on va retrouver qui sont quand même super importants. J'ai donné pas mal d'exemples sur ce que c'est un stéréotype. Prototype, dans les définitions, ce que je trouve intéressant dans l'aspect prototype, c'est que c'est déjà pas rare d'avoir eu un cadre qui vous dit « Hey, dans mon équipe, telle personne, là, exceptionnelle, super bon recrutement, peux-tu me donner le même ou la même? » Spontanément, c'est ce qu'on va faire. On a un modèle de performance dans une équipe, quelqu'un des performants va dire « on veut la même chose parce que ça va être plus facile ». Donc, c'est ça qu'on va regarder en tête. Attractivité physique. Si vous êtes beau ou belle, que vous correspondez aux critères de beauté qu'on se fait dans la société dans laquelle on évolue, vous avez plus de chances d'être pris en entrevue que si vous ne correspondez pas à ses propres critères. Aux États-Unis, c'est pareil au Canada. Si vous êtes un homme grand, qui fait 6 pieds, qui est mince, qui correspond aux critères de beauté, si vous êtes blanc, bien évidemment, vous avez plus de chances d'être pris en entrevue. D'ailleurs, vous avez plus de chances d'être CEO ou d'être dirigeant dans une compagnie. Pareil pour les femmes. Souvent, on peut entendre « telle personne-là, elle n'a pas… il manque ce petit quelque chose-là. Il n'y a pas de charisme, il y a quand même… ouais, elle est bonne, mais elle n'a comme pas la prestance exécutive, elle n'a pas la prestance de dirigeant. » OK, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi les croyances en arrière de ça? Et c'est ça qui est super intéressant, c'est essayer de challenger les gens sur comment on est capable de faire des raccourcis en disant, bien, si tu ressembles à ça, tu as forcément telle caractéristique, telle qualité. C'est sûr que si tu es grand, tu es mince, etc., tu es super en forme, tu dois être super dynamique, tu passeras bien. Si tu as la relation clientèle ou tu es devant des étudiants, bien, c'est sûr que si tu as l'air mieux, bien, forcément, tu vas avoir plus de succès, l'évaluation va être meilleure, etc., etc. C'est toutes des choses qu'on a intériorisées. Pour tout ce qui est identifier le talent, différents biais qu'on va retrouver, l'effet de contraste. Il y a quelque chose d'intéressant avec l'effet de contraste, c'est comment notre capacité à comparer les gens entre eux. On le fait spontanément, on le fait naturellement, mais des fois, ça a un impact extrêmement négatif. Est-ce qu'on évalue les gens pour ce qu'ils sont réellement en fonction d'un certain nombre de critères que l'on va utiliser ou on le fait en fonction des personnes qui les entourent? Donc, est-ce qu'on est capable d'évaluer une personne objectivement en fonction de sa contribution, de ses qualités propres et les choses qu'elle a développées ou au contraire avec les autres personnes dans l'équipe? Fait qu'une personne qui devrait objectivement être très bonne, si on la compare à d'autres personnes qui sont aussi très bonnes, elle sera peut-être un peu moins bonne parce qu'on la compare à d'autres, versus quelqu'un qui pourrait être excellent avec des gens qui sont plutôt, on va dire, moyens, qui répondent aux exigences, etc., mais qui ne sortent pas du lot. Donc, les personnes qui vous entourent ont aussi un impact sur la perception de ce que les gens ont de vous. L'effet d'attente, c'est aussi quand on sait qu'une personne a la capacité de faire quelque chose, notre niveau d'attente devient beaucoup plus élevé. Donc, si quelqu'un a été capable de se dépasser dans un projet, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, si elle est capable de faire ça, je ne vois pas pourquoi à un moment donné, elle ferait moins que ça. Fait que notre niveau d'attente va être là. Quand bien même, ce n'est pas requis dans le niveau que la personne occupe ou ce n'est pas requis dans les projets ou les responsabilités que la personne va occuper. Mais ça va quand même rester dans notre tête, dans notre inconscient, puis ça va influencer la façon dont on va évaluer cette personne. Ce qui est super intéressant, c'est que les biais, généralement, ont tendance à se renforcer les uns les autres. Vous passez une entrevue et votre première impression d'une personne, puis combien d'entre vous ont dit « Moi, là, je suis super bonne, super bon pour juger le monde. Ça me prend 30 secondes, là, puis j'ai saisi le monde. C'est parfait en entrevue. Là, je suis capable de me faire une bonne idée de ce qu'est la personne, des forces qu'elle va avoir. Je me trompe rarement. Mon intuition est toujours la bonne. » Puis vous voyez, hein, l'intuition… Première impression. Ma première impression, je vois quelqu'un qui présente bien, une bonne poignée de main. OK, ça, c'est quelqu'un qui a confiance en… C'est une personne qui a confiance en elle, puis elle me regarde droit dans les yeux. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de très go-getter, etc., qu'on va retrouver. Le biais de confirmation fait en sorte que vous allez toujours essayer de confirmer que vous aviez raison.
toutes les questions que vous allez poser en entrevue vont vous permettre de valider que votre première impression a été la bonne. Et c'est drôle, parce que c'est toujours le cas. Parce que vous allez orienter vos questions pour faire en sorte de dire, est-ce que ce que je pensais au début est validé? Fait que les questions que vous posez vont servir à valider votre première impression au lieu de poser des questions qui seraient probablement différentes et vous amèneraient peut-être à avoir une vision plus nuancée de la personne que vous allez rencontrer. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est toujours ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est important quand vous faites un processus de nomination, un processus d'entrevue, d'avoir plusieurs personnes autour de la table qui ont des façons de penser qui sont différentes et qui accordent de l'importance à des éléments qui sont différents. Parce que ça vous permet d'avoir un peu plus de distance puis de nuancer un peu ce qui est important pour vous. Biais de similarité, pareil, c'est un petit peu ce qu'on retrouve tout à l'heure. L'effet de halo, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis de très nombreuses années. Un bon technicien en TI, c'est sûr que s'il est bon en TI, il est bon comme technicien, c'est un bon professionnel en intelligence artificielle, c'est sûr que ça va faire un bon cadre, ça va faire un bon gestionnaire pour gérer une équipe. Les habiletés sont quand même un peu différentes et c'est quand on attribue des caractéristiques à quelqu'un sous prétexte qu'ils sont excellents dans un domaine, on a tendance à élargir ça à un plus grand nombre de personnes. Préférences personnelles, les gens qui ont la même opinion que vous, on n'a pas besoin de se parler, on se comprend. Tout est sous-entendu, on pense de la même façon, on est pareil. Fait que tout est plus facile dans ces moments-là. Hein. Quand on se comprend sans se parler, on a juste à se regarder. Écoute, c'est right on, toujours parfait. C'est toujours beaucoup plus facile dans ces moments-là. Fait qu'on aime ça dans l'équipe quand on a des personnes qui pensent comme ça, qui se disent ça. Plus on se ressent, mieux c'est, plus c'est facile. C'est évident. Le biais d'attribution, ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Quand il nous arrive quelque chose, ou quand on a un échec, par exemple, c'est jamais de notre faute. C'est la question du contexte. Ouais, mais tu sais, c'est parce que là, on n'a pas eu les budgets qu'on voulait, là, ça a pris plus de temps, là, parce que, tu sais, il est arrivé telle chose, etc., etc. Fait que c'est pour ça que ça nous a ralenti puis qu'on n'a pas été capable de réaliser le projet dans les temps, dans les budgets. Comme c'était prévu, on a dû faire des ajustements. Fait que c'est pas votre faute, c'est le contexte qui met ça. Par contre, si ça arrive à une autre personne, bien, c'est de sa faute. Elle aurait pu se forcer un peu, il y a telle affaire qu'elle n'a pas faite, etc., etc. C'est ça qui est différent. Si nous, il nous arrive quelque chose qui n'est pas comme prévu, c'est la faute au contexte. Si pour les autres, il est arrivé quelque chose qui n'est pas comme prévu, généralement, c'est parce que la personne n'avait pas les compétences, elle n'était pas prête, on a pris un risque, on s'est planté. Fait que on attribue ça à la personne plus qu'au contexte. Ça, c'est des choses, c'est comme à deux poids, deux mesures. Hein? C'est comme des choses qui sont quand même intéressantes à voir. Biais de préjudice, plus les personnes pensent différemment de nous ou si une personne est constamment en désaccord avec nous, ça vous donne-tu le goût de travailler avec? Pas vraiment. Quand bien même que c'est intéressant d'avoir des personnes qui travaillent sur des projets avec vous, qui pensent différemment, c'est généralement très inconfortable. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment vous choisissez généralement des personnes avec qui vous entendez bien, qui pensent comme vous, avec qui ça va être facile, etc. Fait que comment on crée une certaine homogénéité dans la façon dont on crée les équipes, mais comment on crée les équipes de projet aussi. Donc, tout ça se renforce les uns les autres. Biais compensatoire, intéressant de voir comment on est capable de prendre des éléments qui sont plus reliés à du personnel. Par exemple, tu sais, c'est difficile pour lui parce qu'il est en plein divorce, là, il se bat pour la garde de ses enfants. Fait que, il n'est pas complètement présent là actuellement. Ça fait que c'est normal qu'il soit moins bon. T'sais. On va lui laisser un peu de chance, on va lui laisser un peu de lousse. Le fait d'avoir des problèmes personnels, ça vous rend-tu moins compétent? Non. Est-ce que ça devrait avoir un impact complètement sur l'évaluation qu'on fait d'une personne ou ce que la personne est capable de faire? Pas complètement. Je ne dis pas qu'il faut devenir insensible. Je dis des fois, ça va impacter la façon dont on va percevoir les gens et jusqu'à quel point, des fois, on peut être extrêmement tolérant vis-à-vis de comportements que l'on voit chez certaines personnes. On a juste voir aussi comment on accepte le comportement inapproprié de certaines personnes parce qu'ils sont extrêmement performants, parce qu'ils font beaucoup de recherches, parce qu'ils ont toujours des articles qui sont pertinents, mais les gens sont exécrables. Personne ne veut travailler avec. Mais c'est une personne que l'on veut garder parce que c'est bon pour l'université, c'est bon pour l'institution, c'est bon pour l'organisation, malgré les dommages collatéraux que ces personnes peuvent faire sur les personnes qui sont autour. Information négative, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. On se souvient principalement de ce qui est négatif versus des positifs. Donc, quand on a une perception négative ou une information qui nous a donnée sur une personne avec qui on va travailler qui est plus négative, on va s'en souvenir puis on va la garder généralement dans la façon dont on va évaluer les personnes.
Tendance centrale, élément intéressant aussi qu'on peut garder en tête, c'est qu'on n'aime pas ça les extrêmes. Fait que les très bons et les très mauvais, on n'aime pas trop ça. On a plus tendance à ramasser le monde au milieu. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde doit être au même niveau. On ne veut pas trop d'écart. Fait que les gens qui se démarquent trop, généralement, on est plutôt mal à l'aise avec ça. Fait qu'on a souvent tendance à ramener les gens dans l'évaluation qu'on fait de la performance ou de la contribution des gens. On a tendance à ramener généralement les gens qui sont aux extrémités plus vers le milieu pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre les personnes. Biais d'angle mort, c'est plus facile de voir les biais inconscients chez les autres que de voir votre propre biais inconscient. Dans ces moments-là, faites un de vos collègues votre meilleur ami et dites-vous les uns les autres, l'un et l'autre, les biais que vous voyez, etc., les mots que vous utilisez, parce que c'est trop difficile de se voir soi-même et de se voir fonctionner. Donc, avoir un effet miroir, puis avoir quelqu'un qui est en face de vous est capable de vous donner ce feedback-là, cette rétroaction-là, ça vous permet d'avoir une meilleure vue de qui vous êtes, puis de comment vous fonctionnez. Biais d'universalité, on se dit souvent, je ne suis pas très différent des autres. Fait que mes goûts, là, tout le monde pense comme ça. Tout le monde a les mêmes goûts. Fait qu'on a tendance à prendre pour acquis que tout le monde pense la même chose que nous, que nos croyances, la façon dont on pense, la façon dont on communique aussi, c'est similaire à tout le monde. Fait que tout le monde nous comprend. Donc, c'est aussi un élément à comprendre. Biais de transparence, c'est la même chose en termes de communication. On a tendance à prendre pour acquis que quand on parle, tout le monde va comprendre. Les mots qu'on utilise vont être compris. Quand on est francophone, c'est sûr qu'un même mot, ça a la même signification partout. On a juste prendre un Français, un Québécois, quelqu'un du Nouveau-Brunswick, un Suisse ou un Belge. Utiliser le même mot, c'est la même chose, la même signification. Quand je dis les mots sont porteurs de sens, les mots aussi ont un sens différent en fonction de qui l'utilise et ce qu'il y a en arrière des mots. Et souvent, on n'explicite pas beaucoup ce que l'on dit parce qu'on se dit les gens vont comprendre. Ils vont être capables de lire entre les lignes. C'est juste que des fois, les lignes sont bien épaisses, ça fait qu'on finit par pas lire entre les lignes, puis on finit par pas comprendre. Et dans ce qu'on dit, il y a beaucoup de choses tacites. Tout à l'heure, je parlais de règles écrites ou non écrites. Quand on parle, il y a aussi beaucoup de règles écrites et non écrites qui sont dans le vocabulaire, dans la façon dont on présente les choses, qui parfois nécessitent d'être explicitées quand on ne fait pas partie du système. Et ça, c'est important de le garder en tête. Généralement, les biais, ils se renforcent les uns les autres. Fait qu'à des étapes particulières, pensons juste à l'évaluation de la performance ou l'évaluation du travail des gens. Les stéréotypes vont être là. La tendance centrale va être là, effectivement. Comment on n'aime pas trop les extrêmes, puis on s'assure de faire en sorte que tout le monde soit à peu près pareil. Parce qu'on n'aime pas ça, les gens qui surperforment ou qui sous-performent beaucoup. Fait que ça fait juste se renforcer, puis c'est extrêmement transversal. Donc oui, effectivement, on peut les retrouver à plein d'étapes différentes. Il y a une personne on se dit, elle est douée pour ça, je vais l'utiliser pour ça, etc. Fait qu'on sursollicite les mêmes personnes au lieu de se dire, il y a probablement d'autres personnes qui ont les mêmes talents, qui ont les mêmes habiletés, etc. Je pourrais aller voir d'autres personnes puis créer un peu plus de diversité puis d'être exposé à un plus grand nombre de personnes. Mais souvent, on se dit, je vais y aller à la facilité. Puis si je vais chercher cette personne-là qui est déjà reconnue pour avoir telle et telle habileté, bien, ça va être plus facile. Elle va savoir où on va s'en aller, elle l'a déjà fait, etc. Fait qu'on crée à ce moment-là comme des stars qui sont plus difficiles à gérer, généralement. C'est facile après d'avoir une aura de star, de sommité dans un domaine, et puis de se dire, bien, cette personne-là, après, elle devient comme la référence où tout le monde elle tire tout le monde un peu dans son sillage, mais tout le monde a l'ombre de cette personne-là, alors qu'il y aurait plein d'autres personnes qui auraient les mêmes habiletés, les mêmes connaissances, les mêmes compétences, le même savoir-être. Ça serait aussi intéressant de travailler avec ces personnes-là, mais elles sont dans l'ombre, ça fait qu'on les sollicite beaucoup moins. Fait qu'on a tendance à faire ça, puis on aime ça. On aime ça, les stars. On aime ça, les gens qui sont connus, puis être entouré de personnes qui sont connues. Fait qu'on fait juste conforter ces habitudes-là. Est-ce que deux biais peuvent s'annuler? En fait, ça peut nous permettre d'avoir une appréciation générale de la personne qui est plus nuancée. Mais malgré tout, je garde en tête que c'est basé sur deux éléments qui font en sorte qu'ils ne sont pas basés sur des faits. Fait que probablement que s'il y a quelque chose de très positif qu'on pense de cette personne-là versus de très négatif,
ça va finir par s'annuler puis à rentrer un peu dans le milieu. Ça n'empêche que ce qui nous amène dans le neutre est basé sur des éléments qui ne sont pas des éléments qui sont vérifiables de la part de la personne. Fait que je comprends ce que vous dites, mais si on prend un pas de recul, la façon qu'on arrive à avoir quelque chose de neutre est basée sur quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Je dirais qu'il y a deux gros éléments sur lesquels on peut agir. Une, tout d'abord, il faut agir sur soi. Vouloir agir sur l'ensemble de notre environnement et les personnes qui nous entourent, c'est extrêmement épuisant. Et c'est pas voué à l'échec, mais c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps. Agissons sur nous, sur nos croyances, la façon dont on fonctionne, la façon dont on prend des décisions. Comme je vous disais, les mots sont porteurs de sens. Vous seriez surpris et surprise de comment vous pouvez avoir de l'influence sur les personnes qui vous entourent juste en changeant le vocabulaire. Quand on émet des possibilités, conscientes ou inconscientes, avec les mots qu'on utilise, on change la dynamique à travers laquelle les discussions vont avoir lieu. Et c'est ça qui est super important. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux mots que vous utilisez. Souvent, juste lettre de présentation. Vous faites une lettre de référence. Quand vous faites une lettre de référence, la prochaine fois que vous allez en recevoir, regardez juste comment le vocabulaire est genré. Quand il s'agit d'une lettre de référence pour une femme, elle est super sociale, elle présente bien, elle communique bien, elle s'occupe bien des étudiants, etc. Puis quand c'est un homme, il est axé sur les résultats, la recherche est excellente, une sommité dans tel domaine, beaucoup de charisme, reconnu internationalement. Et vous allez voir à quel point c'est flagrant comment, avec le vocabulaire, on stéréotype beaucoup les candidatures ou les lettres de référence et comment c'est un deux poids, deux mesures continuellement. Puis là, je parlais juste homme-femme, mais dans plein d'autres catégories, c'est aussi ça qu'on va retrouver. Ce qui est intéressant avec les biais inconscients, c'est que quand vous savez que tout le monde a des biais inconscients, on en a tous, vous pouvez jouer avec. Parce que si vous savez que le biais d'amirauté, le fait que la personne parle plus fort et la plus connue, qu'à un niveau supérieur, on accorde plus d'importance, vous pouvez jouer avec ça, vous le savez, vous avez juste à identifier la personne à qui on accorde le plus de crédibilité, vous en faire un allié ou une alliée et lui demander que cette personne-là, après avoir intégré les discussions, etc., se fasse le relais de vos propos puis des messages que vous voulez passer. Fait que c'est une façon aussi d'identifier ses alliés puis d'arriver à créer du changement en utilisant le fait que la majorité des gens ont des biais qui sont inconscients, mais parfois très conscients, mais utiliser ces personnes-là pour les aider à propager le message puis à commencer à changer les choses. Inconsciemment, les gens vont finir par intégrer ces messages-là et commencer à changer leur comportement. Alors, tu as absolument raison. La charge émotive qui vient avec le dossier EDI, l'inclusion dans une institution, elle doit être répartie sur plusieurs épaules parce que sinon, on finit par s'épuiser. On finit par être toujours la personne qui crie au loup, puis on ne l'entend plus à un moment donné. On n'écoute plus parce que c'est toujours le même message. Donc, c'est important que le message soit apporté par différentes personnes. Puis, il y a des personnes qui vont être réceptives à un message en particulier. Faites jouer ce rôle-là à cette personne-là. Puis après, vous allez choisir un autre message après une autre personne, puis ça va vous permettre d'avoir plusieurs personnes qui vont vous permettre de contribuer à ce changement-là. Donc, c'est une bonne action à faire. J'ai eu la chance d'entendre Isabelle Hudon, qui est ambassadrice maintenant du Canada à Paris, qui est extrêmement sollicitée pour être keynote, pour parler dans des conférences, pour faire partie de panels. Et une des actions qu'elle a décidé de faire, c'est exactement ce que tu viens de dire. À chaque fois qu'elle est sollicitée pour être sur un panel, si c'est la seule femme, elle refuse d'y participer. Elle demande aux organisateurs de l'événement de trouver d'autres femmes pour qu'elles puissent être sur le panel. Et ça, pour elle, c'est super important. Elle dit, à ma moindre mesure, je me donne ce mandat-là et elle s'y tient et elle s'assure à chaque fois de ne pas être la seule femme sur un panel. Elle dit, ce n'est pas vrai aujourd'hui, dans le milieu des affaires, de façon économique, il n'y a pas des femmes chefs d'entreprise qui puissent pas participer à un panel pour partager leur expérience, pour partager leur savoir.
Donc, c'est de cette façon-là qu'on arrive des fois à créer le changement et que ça vaut la peine d'utiliser la notoriété, la réputation de certaines personnes pour créer ce changement-là. C'est une action qu'elle décide de poser. Il y en a plein d'autres qu'elle pose, mais celle-là a de l'impact et change beaucoup les façons de faire. Puis ça permet de mettre en lumière des personnes à qui on donne peu ou pas la parole et qui ont autant de choses importantes à dire sur un panel. Et là, on parle de la répartition homme-femme, mais la diversité de parcours, pourquoi c'est toujours les mêmes industries qui sont présentes et qu'on sollicite? Est-ce qu'on pourrait aller chercher une diversité dans l'industrie, la diversité des parcours, etc.? C'est toutes des choses qu'on peut faire et des actions qu'on peut utiliser notre notoriété pour influencer et créer du changement autour de nous. Souvent, quand vous êtes dans un processus de recrutement, de nomination ou dans les promotions, quand il y a des mouvements qui se font dans l'université, quand moi j'entends « Ah, je ne suis pas sûr que ça va fitter dans l'équipe. » Alors, fitter dans l'équipe, difficulté d'intégration dans l'équipe, il ne ressemble pas, c'est rempli de préjugés, c'est rempli de biais qui ne sont pas toujours inconscients et qui sont très conscients, qui font en sorte que ça vaut la peine dans ces moments de poser des questions. Pourquoi la personne ne va pas fitter dans l'équipe? Qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce que la personne va apporter? Et ça permet d'avoir une discussion qui est super intéressante. Moi, je suis le roi de la question du pourquoi. Pourquoi? 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 Puis à un moment donné, à force de poser, au bout, on se dit, généralement, après 5 pourquoi, ça c'est les règles d'amélioration continue, puis comment on peut changer les choses, après 5 pourquoi, vous savez exactement quel est le vrai fond du problème et qu'est-ce qui se cache en arrière de ce qui a été nommé par la personne. Et là, ça permet de défaire des choses. C'est important de ramener les gens aussi, faire un effet miroir sur ce qu'ils disent versus la façon dont, comment ils prennent les décisions, de dire « Ah, je ne suis pas sûr que ça va fitter, etc. » Poser la question de savoir pourquoi. Puis c'est là que vous allez voir le vrai préjugé qui est en arrière ou le vrai biais qui va en arrière de ça. Donc, pas hésiter à le faire. Tout à l'heure, on parlait beaucoup, tu sais, la présence au travail. Tu sais, c'est intéressant de rester de longues heures au travail. Si on reste longtemps au travail, on reste au bureau, bien, ça veut dire qu'on est super engagé, qu'on est productif, on travaille beaucoup. On a beaucoup parlé d'absentéisme. Bien, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est le présentéisme. Et être présent au travail, puis ça, c'est des choses, c'est très culturel. Hein? En France, si vous partez avant 19 h, vous êtes un méchant feignant. Fait que partir avant 19 h du bureau, c'est comme si vous n'avez pas travaillé, vous partez trop tôt, vous n'êtes pas productif, vous n'êtes pas engagé. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées à travers l'heure à laquelle vous partez. Vous pouvez partir à 4 heures pour aller chercher vos enfants à l'école ou à la garderie, et puis vous finissez par travailler 1 heure ou 2 le soir après pour être capable de finir les choses que vous avez. Mais ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Dans notre inconscient, c'est beaucoup là. Fait que si on ne voit pas les gens travailler, c'est comme s'ils ne travaillaient pas. Puis ça amène beaucoup de discussions aussi sur le télétravail. Donc, comment on amène… Je ne vais pas autoriser le télétravail, je ne peux pas contrôler ce qu'elle fait. On est beaucoup dans un mode de « je contrôle, j'ai besoin de voir », puis si les personnes ne voient pas, on n'est pas capable de voir ce qu'il y a en arrière. Puis l'inconscient, c'est les gens, c'est tous des feignants, moins ils en font, mieux ils se portent. La croyance qu'on a, là. Un travailleur, il veut travailler le moins possible, avoir le plus gros salaire, puis le moins travailler. Fait que si tu es à la maison, c'est sûr qu'il ne travaillera pas, il va en profiter pour faire d'autres choses. La croyance sous-jacente a « je ne veux pas que les personnes fassent du télétravail parce que je ne leur fais pas confiance qu'ils vont vraiment travailler s'ils vont travailler de la maison. » Fait que, des fois, ça amène des discussions comme celle-là. Et c'est des discussions qui sont là quand on décide de mettre en place des mesures de conciliation travail-vie personnelle, puis on parle de plus en plus de travail à distance. C'est des choses qu'on entend. Pour amener à trouver des alliés, et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir la discussion avec les gens qui disent « Bien, moi, je n'ai pas de biais. » Je dis « Il n'y a rien qu'on peut changer. Je ne sais pas quoi faire, etc. » Une des choses que j'ai apprises, puis c'est quand tu parles avec un père de famille et qui dit « Mais moi, je n'ai pas de biais, je suis super ouvert, puis tu sais, moi, la diversité, c'est super important. Est-ce que tu crois que ta fille va avoir exactement les mêmes chances de succès que ton gars s'il travaillait dans ton équipe? » Je pense que c'est important de ramener les choses à quelque chose d'extrêmement personnel. Je dis, prends 1 minute pour y penser. Quels sont les obstacles que ta fille va avoir à faire face dans son quotidien, dans le travail, que ton gars n'aura pas? Et quand on prend 1 minute pour réfléchir à ça, puis toutes les difficultés auxquelles une personne va avoir accès versus non une autre personne, on est capable de voir exactement à quel endroit il y a des choses qu'il faut qu'on change,
qui sont intégrés dans la culture de l'organisation, de l'institution. Avec un des groupes, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, je pense que c'est intéressant aussi de voir que les biais sont aussi institutionnels. C'est comment, à travers la façon dont s'est construite une organisation, les règles non écrites, il y a beaucoup de biais qui font en sorte qu'aujourd'hui, les processus, certaines politiques intègrent des biais et des préjugés qui maintiennent de façon assez lourde soit des privilèges, soit des façons de fonctionner qui sont basées sur des choses qui ne sont pas, des faits, qui ne sont pas vérifiables. Donc, c'est ça qui est quand même intéressant de garder en tête. C'est pour ça que c'est important de dire, je peux travailler sur moi-même, mais aussi il faut travailler sur l'équipe qui m'entoure, la faculté où je travaille, mais aussi l'ensemble de l'université pour avoir de l'impact à différents niveaux. En fait, le plus important, ce n'est pas aujourd'hui. Le plus important, c'est demain, c'est les jours qui suivent. C'est de se dire, bien, comment je me mets en action? Et c'est une des activités et une des choses qui est le plus difficile, c'est quand je me mets en action, je commence à changer. Donc, c'est intéressant. Il y a quelques personnes qui ont partagé un petit peu ce qu'elles vont être prêtes à faire pour arriver à minimiser l'impact de leur biais. Mais c'est important de vraiment commencer par soi. J'ai commencé un peu la journée en vous disant, les mots sont porteurs de sens. Prenez conscience des mots que vous utilisez pour décrire une situation, pour parler d'une personne en particulier. Et essayez de changer votre vocabulaire pour vous assurer d'être le plus neutre possible, de faire en sorte de ne pas véhiculer des préjugés ou des stéréotypes qui sont reliés à un groupe en particulier. Donc, changer son vocabulaire fait partie des choses qui est super important et qui peut avoir de l'impact. La deuxième chose que vous pouvez faire personnellement, quand vous entendez quelque chose, nommez les affaires. Faites en sorte, si vous entendez un préjugé ou un stéréotype, si vous voyez un comportement qui est inapproprié ou qui renforce une dynamique qui emprunte de préjugés ou de croyances, dites-le. Ça demande énormément de courage. Mais c'est quelque chose qui a le plus d'impact possible. Une des choses que j'aime dire, c'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour les personnes qui nous entourent, entre l'intention que l'on a et l'impact que l'on a, au milieu, c'est les biais inconscients. Et souvent, on se dit, j'avais telle intention en disant telle chose, et l'impact que j'ai eu, il est très différent. Et c'est pareil pour les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes avec lesquelles vous allez interagir. Souvent, les personnes ont une bonne intention. J'ai rarement vu des personnes qui intentionnellement voulaient blesser les gens, voulaient discriminer les gens. C'est extrêmement rare qu'on voit ça. Mais l'impact qu'ils ont dans les décisions qu'ils prennent, dans les dynamiques qu'ils sont capables de créer, est complètement différent de ce qu'ils ont fait. Et des fois, leur faire un effet miroir, c'est un petit peu la phrase du début, c'est difficile de se regarder soi-même, comme de regarder en arrière sans tourner sa tête. Puis je pense que c'est important de faire un effet miroir, puis dire aux gens, OK, maintenant je vais te donner de la rétroaction. Ton intention était probablement celle-là, puis c'est quelque chose qu'on peut valider. Par contre, je vais te dire quel est l'impact que tu as eu sur certaines des personnes qui ont autour. Et ça aide les gens, faut-il encore avoir une capacité d'introspection puis de recevoir la rétroaction, mais ça aide souvent les gens à ajuster ce qu'ils vont dire et ajuster leur comportement pour faire en sorte que réduire l'écart qu'il y a entre l'impact qu'ils ont eu et l'intention qu'ils ont eu au début. Puis quand on est capable de réduire cet impact-là, c'est qu'on est beaucoup plus conscient de ce que l'on dit et de ce que l'on fait, et généralement, on a beaucoup plus de succès aussi. Au quotidien, on fait passer beaucoup mieux les messages qu'on veut avoir. Donc, c'est quand même quelque chose qui est non négligeable à avoir.